Alors, la promesse qui est faite aux collaborateurs, moi j'aime bien cette promesse-là, c'est développer votre singularité au sein d'un groupe pluriel. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute! Hello Lise. Bonjour Vincent. Écoute, merci de m'accueillir chez TGS. C'est un plaisir d'être là. Donc je sais que tu viens à Paris en plus, quasiment pour l'occasion. Donc vraiment, c'est un bonheur de pouvoir faire ça en présentiel. Écoute, sans transition, pour les gens qui nous écoutent et qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Lise Pinault, je suis avocate en droit des sociétés au sein du cabinet TGS France Avocat. Ça fait 10 ans maintenant et TGS France Avocat appartient au groupe TGS France. Alors, du coup, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que TGS France ? Pourquoi est-ce qu'il y a des avocats là-dedans ? Qu'est-ce que ça fait ? Enfin, voilà, le plus simplement possible, c'est quoi TGS France ? Ouais. Alors, le groupe TGS France, c'est un groupe français qui propose d'accompagner ses clients dans une offre globale de services et de conseils pour, donc, comme je le disais, accompagner les entreprises dans 6 principaux domaines d'activité que sont le métier avocat, l'expertise comptable, mais aussi le conseil, l'informatique, la RH, etc. Et donc, c'est un groupe interdisciplinaire qui a 50 ans d'existence. Et au sein de ce groupe-là, qui regroupe 1700 collaborateurs environ, nous avons TGS France Avocat, donc je suis associée aujourd'hui. TGS France Avocat, on est sur 170 collaborateurs, dont 80 avocats et juristes, et on travaille sur tout le domaine du droit des affaires. Objectif, en droit des affaires, proposer un accompagnement full service à nos clients sur toutes les branches du droit, en approche transversale et en gérant nos dossiers en mode projet. Donc, au sein de TGS Avocat et au sein du groupe TGS France, puisqu'on peut recouper. Bien sûr. Et c'est tout l'intérêt et la singularité de notre groupe, c'est l'intermétier. Et pour un béotien comme moi qui ne connaît que très peu de choses du fonctionnement des cabinets d'avocats, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire de gérer un dossier en mode projet et surtout par opposition à quoi ça se définit ? Oui, alors pour donner un exemple peut-être, nous accompagnons nos clients qui vient avec une problématique. Sa problématique pourrait très bien recouvrir un sujet qui concerne la finance, un sujet qui concerne la protection d'une marque, un sujet qui concerne la mise en place d'une opération juridique, par exemple une levée de fonds, fait appel à la finance sur la valorisation, un sujet potentiellement de valorisation du capital immatériel pour aller négocier avec les investisseurs, le roadshow, le tour de table, la présentation du dossier, aussi, où nous accompagnons nos clients. Et ensuite, la réalisation juridique, la négociation et la rédaction des actes en vue de la réalisation de l'opération. Donc là, on a effectivement 3 voire 4 métiers qui travaillent ensemble autour de la table pour apporter cette offre concrète et globale aux clients. Effectivement, c'est hyper clair. Et ça peut se poursuivre sur plein de sujets, en fait. Enfin, tu veux lever des fonds, tu veux ouvrir un nouveau pays, tu veux lancer une nouvelle activité, filialiser, etc. Exactement. Genre de choses, d'être capable de les accompagner du début à la fin. Quoi. Oui, on va exactement. dire end-to-end, parce que je fais beaucoup d'anglicismes, et des fois on me le reproche. Mais ok, je vois très bien. Ouais. Et cet accompagnement-là, il est aussi au bénéfice des collaborateurs, puisque c'est extrêmement enrichissant de s'ouvrir et pas rester dans son silo, dans son métier, dans sa compétence spécifique, mais s'ouvrir à d'autres compétences aussi et d'autres manières de travailler. Et donc vous êtes beaucoup amenés à travailler ensemble entre, genre, je sais pas comment t'appelles ça, ligne de service, ligne de métier, oui, tout à fait. métiers. Exactement. Vous êtes souvent amenés à travailler, à collaborer ensemble. Oui, exactement. Donc un client pourrait très bien travailler avec un seul métier, comme il pourrait travailler avec 2, 3, 4, 5, 6 métiers au sein du groupe, et c'est un choix et en fonction de ses besoins. Et genre pour vos clients, effectivement, c'est génial. Et tu vois, la question qu'il peut y avoir derrière ça aussi, c'est pour vous, chez TGS, tu vois, c'est des métiers qui peuvent être assez différents. Tu vois, quand tu interviens sur l'aspect informatique ou l'aspect juridique ou l'aspect financier, il y a des cultures métiers assez fortes dans ces différentes activités.
Qu'est-ce qui fait que ça prend bien, justement, que vous arrivez tous à travailler ensemble, et surtout de manière homogène, pour que ça soit vu comme une seule équipe à l'extérieur? Oui, alors ça fait partie effectivement de l'ADN du groupe de travailler ensemble. L'intermétier est une composante principale. Nous avons, et nous le renouvelons tous les 5 ans, un projet d'entreprise. Un des axes stratégiques du projet d'entreprise, c'est l'intermétier, l'interdisciplinarité. Autre axe également à mettre en lien, le sujet RH, puisqu'il faut une uniformisation de nos pratiques, une culture globale. On y travaille tous les jours, mais nous mettons en place des process, des outils et une culture forte qu'on ancre dans les valeurs, des valeurs qui sont identifiées, qui sont formalisées, oui, et puis ancrées en fait en chacun de nous, qu'on s'attache à respecter, à mettre en place. Donc c'est de cette manière-là qu'on s'attache à vraiment uniformiser cette culture. On est présent dans 135 villes, si je dis pas de bêtises, donc allant de la Normandie jusqu'au sud-ouest. C'est énorme, hein. Il y a des singularités, et il y a à la fois cette culture d'entreprise, cet ADN qui est ancré et qui permet de nous réunir tous malgré ces propriétés spécifiques aux régions ou aux cabinets individuels. C'est hyper intéressant que tu parles des valeurs, des particularismes, etc. Je vais revenir là-dessus. Mais avant ça, tu as mentionné du coup votre projet d'entreprise à 5 ans. En gros, c'est que vous redéfinissez votre vision. Où est-ce que vous voulez amener tout le groupe TGS. Je recommande que vous le faisiez de manière plutôt collaborative. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe et pourquoi c'est utile de le refaire régulièrement et d'impliquer autant de monde dedans? Oui. Alors, le projet d'entreprise, effectivement, il a été renouvelé très récemment. Il s'appelle Ensemble 2026. Alors, c'est assez révélateur de ce qu'il contient. C'est un engagement sociétal fort et un accent qui est mis sur la marque employeur dans ce projet d'entreprise. On fait bien de se parler, du coup. Comment ? On fait bien de se parler, du coup. Oui. L'objectif, c'est de continuer à innover, continuer à être attractif, continuer à être singulier. C'est ce qui fait aussi notre ADN au sein du groupe. C'est quelque chose qu'on partage. On en fait une réunion, un moment avec tous les collaborateurs. Le nom Ensemble 2026 a été voté en fait par l'ensemble des collaborateurs qui ont adopté ce nom-là comme étant celui qui se rapproche le plus de qui ils sont et de ce qu'ils veulent comme vision sur les 5 prochaines années. Et peut-être pour donner un exemple de ce qui fédère ou de ce qu'on peut voir dans le projet d'entreprise, on a un axe sociétal lié au handicap fort, où nous avons donc... alors, c'est quelque chose qui est déjà existant depuis déjà 10 ans maintenant au sein du groupe, cet engagement en faveur des personnes en situation de handicap. Mais on continue et on accentue cette démarche-là liée aux personnes en situation de handicap avec une campagne de formation, de sensibilisation de managers, une campagne de recrutement de personnes en situation de handicap. Nous avons aujourd'hui une filiale Socia 3 qui est une entreprise adaptée, donc qui emploie au moins 80% de personnes en situation de handicap, et on veut continuer cette démarche-là. Donc, c'est un axe fort du projet d'entreprise, et cette démarche sociétale liée au handicap, au sein de ce projet, consiste également à dire, eh bien, on va aller plus loin. Et le plus loin, l'objectif, c'est d'emmener tous les collaborateurs dans cette démarche-là. Et le projet qui a été mis en place, c'est de constituer le premier team paralympique en vue des échéances 2024. Ah oui, donc le projet d'entreprise est vraiment loin, quoi. C'est vraiment de fédérer, d'accompagner les... C'est pas juste augmenter l'eau de bilan, quoi. Non, c'est vraiment, pour le coup, de la fédération et les valeurs auxquelles on croit. Et donc, nous avons composé un team de 5 sportifs sportifs, et donc en vue de leurs échéances à venir. Donc, on va être derrière eux sur pendant les 2. Alors, on a le ping-pong, on a le tennis, on a 5 sports distincts.
Et on va les soutenir, on les encourage, ils viennent à certains de nos événements. On a eu l'occasion d'organiser un événement avec des clients. Eh bien, on a un joueur mondial et doublement olympique qui est venu nous rendre visite. Et donc, tout ça, ça crée de la fédération au sein des collaborateurs. C'est génial. Et puis même pour les sportifs, de ce que je sais, les sportifs olympiques et j'imagine fortiori paralympiques, c'est très difficile pour eux de vivre de leur sport. Donc tu leur dégages les conditions pour travailler, pour s'entraîner, ce qui est hyper compliqué quoi, en général. Génial. Donc ça a été une belle surprise pour l'ensemble des collaborateurs lors du projet d'entreprise de découvrir qu'on allait encore un peu plus loin et qu'on voulait y mettre un volet vraiment fédérateur entre les collaborateurs. Et justement, tu me parles de la politique handicap que vous mettez en place et le fait d'en faire un axe fort du projet, ce qui est génial. Et comment tu l'expliques justement, je vais pas dire pourquoi le handicap plutôt qu'autre chose, mais d'où vient ce choix de pousser ça? Comment tu le lis aux valeurs de boîte est-ce que c'est lié à vos valeurs, à votre mission? Comment souvent ces initiatives-là, elles viennent en bout de chaîne d'une réflexion sur qui on veut être en tant qu'entreprise. Et je trouve ça intéressant si tu peux nous retracer ce lien-là. Oui, mais en fait, et ça reflète une autre des caractéristiques du groupe, c'est que chacun a sa part. Chacun a sa capacité d'avoir des idées, de les proposer. Et ce tournant, je dirais, vers le handicap, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, a été en fait une opportunité. L'un des associés qui a monté un projet, qui s'est dit que ça en valait la peine, qui s'est dit qu'il y avait vraiment matière, qu'il y avait vraiment des talents parmi ces personnes qui étaient plus éloignées de l'emploi que les autres potentiellement. En tout cas, il y a plus de barrières. Avec sûrement des barrières, il s'est dit il faut qu'on travaille là-dessus parce que lui était touché et il a monté le projet, il l'a fait adopter également par ses associés et depuis il s'est développé. Donc on a 2 agences Socia 3 en France et donc maintenant c'est de se dire oui c'est très bien, on a des sociétés, des entreprises adaptées, mais des personnes en situation de handicap, on pourrait très bien promouvoir leur emploi aussi au sein de TGS France Avocat, TGS France Expertise Comptable, je découvre sans le concept avoir besoin adapté, là. de focaliser au sein d'une entreprise adaptée les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, au sein du groupe, tous nos postes sont ouverts pour des personnes en situation de handicap et on se donne les moyens, la formation et les outils pour les accueillir. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que tu vois, on retrouve, si j'ai bien compris, vous avez 4 valeurs chez TGS, avec un acronyme, R2SE. Oui, très révélateur. Respect, responsabilité, engagement et solidarité, parce que j'aimais bien les acronymes. Oui. C'est intéressant parce que derrière cette politique-là, qui est déjà géniale et très bénéfique et pour les salariés et pour l'entreprise et pour tout le monde, tu retrouves cette cohérence-là et cet aspect de valeur, justement. En fait, tu aurais très bien pu avoir cette politique comme ça parce que c'est une cause qui touche particulièrement toi, un dirigeant, quelqu'un. À quel moment vous vous êtes dit on va écrire nos valeurs, on va en faire quelque chose de cohérent et on va articuler tout ça dans un dispositif qui est globalement illisible? Alors pour être tout à fait honnête et transparente, je suis dans le groupe depuis plus de 10 ans maintenant, je les ai toujours connus. Et puis je me dis que c'est un groupe qui a plus de 50 ans. Ouais, je les ai toujours connus, elles sont affichées. Elles n'ont jamais changé dans nos bureaux. Elles n'ont pas changé, en tout cas depuis que je suis arrivée, à part la typologie où on est passé TGS il y a quelques années, on avait un autre nom avant. Donc à part le fait de remplacer le mot TGS sur ce support-là, il est dans l'ensemble des bureaux, des managers, il est appliqué, il est dans les salles de réunion, il est vraiment visible, affiché comme étant la règle et l'ADN de TGS. Et R2SE, c'était il y a plus de 10 ans, on parlait pas comme on parle aujourd'hui du sujet de la RSE, mais c'était déjà assez représentatif de trouver un acronyme R2SE. Et aujourd'hui, ça fait partie d'un axe stratégique, encore une fois, de notre projet d'entreprise, comme un axe fort de pousser les valeurs et de pousser le sujet de la RSE. Ah oui, bien sûr. Donc d'avancer dans ces démarches-là. Je vois très bien. Et du coup, toi, c'est intéressant, tu disais, elles sont affichées partout, etc. Alors, je trouve que j'ai toujours tendance à dire que afficher les valeurs, c'est bien, mais il faut pas s'arrêter là. Et c'est ce que font souvent beaucoup de boîtes. Et ils vont dire, mais si, regarde,
c'est écrit partout sur les murs. Et tu vois, je vais refaire le lien avec un sujet que tu mentionnais, qui est aussi une de vos priorités, de ce que j'ai compris, c'est la marque employeur. Oui. Pour le coup, comme ce que je prêche, ça sert à rien de travailler ta marque employeur si t'as pas travaillé ta culture et tes valeurs, parce que tu brasses du vent, quoi, t'es pas au bon niveau logique. Quel lien vous faites et du coup quelle promesse vous faites aux talents en leur disant viens chez TGS, tu y trouveras ça et ça parce qu'on est comme ça. Ouais. Alors la promesse qui est faite aux collaborateurs, moi j'aime bien cette promesse-là, c'est développer votre singularité au sein d'un groupe pluriel. Ah, vous l'avez vraiment bien formalisé du coup. On l'a formalisé, ouais. Ça c'est la promesse qu'on fait. Donc développer votre singularité au sein d'un groupe pluriel. On est un groupe interdisciplinaire, on retrouve plusieurs métiers qui travaillent ensemble pour apporter donc une solution globale aux clients, comme je le disais, mais avec la volonté de faire grandir les équipes, de faire grandir les collaborateurs. Et dans ce cadre-là, et ça rejoint les engagements dans nos valeurs, dans le R2SE, il y a l'engagement, il y a la responsabilité, il y a un fort plan de développement des compétences qui existe. Alors pour parler par exemple du métier avocat, un accompagnement fort des alternants et des stagiaires, un accompagnement dans le développement des compétences avec des assistants qui deviennent juristes ou des juristes qui deviennent avocats. Fin 2022, on a des stagiaires qui sont devenus avocats, des juristes qui sont devenus avocats. On a 6 nouveaux avocats qui sont issus de nos rangs, je dirais. Tu les embauches comme juristes et tu les formes pour qu'ils passent le barreau et qu'ils deviennent avocats. Exactement. Ils développent leurs compétences. L'objectif étant d'être toujours dans cette dynamique-là, en fait. Il n'y a pas de « je suis assistant, je reste assistant et je me cantonne à mes mission d'assistant, c'est va un peu plus loin. Si tu as envie d'y aller, saute le pas, prends ce dossier-là, prends cette mission, on y va ensemble et on se forme et petit à petit, fixe-toi des objectifs pour aller plus loin. Et donc la formation est un élément structurant. On a tout un pôle formation en interne, on est une école de formation. Il y a vraiment des choses fortes qui ont été faites à ce titre-là, dans l'objectif de dire ok, le groupe grandit, le groupe se développe, mais c'est pas au détriment des collaborateurs. C'est avec les clients, mais aussi avec les collaborateurs, dans un objectif de grandir ensemble, en fait, vraiment. Oui, complètement. Et alors, tu vois, la question qui me vient, c'est génial, ce mécanisme de promotion interne et de formation interne. Quand tu es sur un modèle cabinet et que tu veux que tout le monde puisse continuer d'avancer et d'être promu, comment tu fais pour qu'il y ait, entre guillemets, pour créer de la place pour chacun? Est-ce que vous avez des tracks de carrière qui sont réfléchis? Sinon c'est une logique de up or out qui se défend aussi, tu vois. Mais voilà, est-ce que c'est un truc que vous avez conceptualisé? Alors, ça la montée en compétences, elle se fait aussi avec le développement du cabinet, parce que qui dit développement de l'activité dit qu'on crée effectivement cette place-là. Et puis tout le monde grandit, donc y compris l'avocat qui était en place, il grandit pour devenir peut-être responsable d'un plus grand secteur, peut-être sur d'autres types de missions. Donc on arrive, et ça se fait en fait spontanément et très naturellement, mais de manière concertée. On a au sein du cabinet d'avocats un comité de direction qui réfléchit, qui fait le tour de l'ensemble des collaborateurs. En fait, c'est vraiment un cercle qui a une information sur tous les collaborateurs, où est-ce qu'ils en sont dans leur plan de développement de leurs compétences, où est-ce qu'il y a des opportunités pour eux, puisqu'on est aussi très ouvert à la mobilité interne au sein de TGS Avocats. C'est tout le but d'avoir un groupe. Et la mobilité intermétier. On a des avocats qui sont susceptibles de passer consultant. Alors je dis avocat, mais une personne qui travaille chez TGS France Avocat peut demain travailler chez TGS France Consultant, avec des validations de compétences. Et on a des transferts entre sociétés qui existent, et on promeut cette mobilité-là, aussi. C'est intéressant. Et donc tu disais effectivement donc cette promesse de venir développer la singularité. Donc c'est toujours génial de pouvoir afficher des promesses et d'afficher de manière aussi claire. Et tu vois, typiquement c'est pareil, donc, quand on accompagne des clients là-dessus, l'écueil contre lequel on les met en garde, c'est génial, t'as super bien écrit, ça fait hyper envie.
Par contre, si ça sent bon à l'extérieur de la boulangerie, t'as intérêt que ce soit bon une fois que t'es rentré, quoi. Est-ce que t'as des exemples des histoires, des choses sur des expériences que des collaborateurs ont pu vivre chez vous et qui illustrent justement cette notion de singularité? Ouais, alors la singularité, elle passe, alors d'un point de vue général, avant d'en arriver à l'exemple, elle passe sur tous les moments de convivialité aussi qu'on fait ensemble. On est très attaché aux challenges, aux activités sportives. Ok. Il y a un truc autour du sport chez vous. Oui, et ça vient des collaborateurs. C'est pas le groupe qui l'impulse nécessairement, mais c'est les bureaux qui prennent en main. Alors que ce soit Octobre Rose, que ce soit le triathlon de la Baule, où tous les collaborateurs du groupe sont invités à participer et à former des équipes, donc intermétiers, intergénérationnels, voilà, des différentes régions pour participer à cette activité sportive. Et donc le sport est très fédérateur. Et donc la convivialité, on y a un point d'intérêt, et c'est ce qui rassemble les collaborateurs, ce qui les fédère, et aussi entre les régions. Et au-delà du sport, tout un tas d'activités, les repas de Noël, ça c'est des choses très très classiques. Et pour donner un exemple qui moi me marque, et je vais faire une petite, comment on dit ça, digression? Non, pas digression. Tu aurais le droit, un petit symbole, à Gauthier, qui est avocat chez nous. Et Gauthier, donc c'est un avocat en droit des affaires qui a passé son entretien d'embauche en disant oui, ça me plaît, je suis intéressé, je suis parisien et j'aimerais bien venir travailler avec le confort de la province, mais sur des dossiers qui peuvent être des dossiers de taille, de dossiers parisiens en fait, mais de dire je suis délocalisé et j'ai mon cadre de vie. Et donc il a postulé pour aller travailler en Vendée, en disant mais moi je peux tout à fait traiter des dossiers pas tellement de raison. De taille, de dossiers parisiens en étant pas à Paris. T'as les mêmes compétences que tu les délocalises ou pas, quoi. Exactement, et donc c'est aussi ce qu'on propose. On dit t'as le cadre de vie de la Vendée et d'être au bord de la mer, mais tu peux travailler sur des dossiers extrêmement intéressants de quelque ville que ce soit. Et donc Gauthier passe son entretien pour venir travailler en Vendée. Il dit mais par contre j'ai un projet. J'ai le projet de faire la mini transat. D'accord. Gauthier, projet donc. Gauthier, oui, oui. Et cette mini transat là, il explique que c'est un challenge exceptionnel pour lui, que c'est un rêve qu'il veut formaliser et qui va donc traverser l'Atlantique, mais que ça va lui demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, des finances. Et c'est pas tellement donc négociable. il veut bien venir, mais il est là, mais j'ai un projet, quoi, j'ai une vie en fait. Mais j'ai aussi un autre projet qui pourrait me prendre du temps et du temps sur de l'activité professionnelle. On lui a dit banco. Trop bien. La position était de dire banco Gauthier, on te recrute. Tu vas vivre ton rêve et faire ta transat. On va te donner les moyens de te laisser le temps dont tu as besoin pour tes entraînements, pour tes compétitions préalables. On va t'encourager, on va t'aider et financer une partie de ton bateau. Et on va te mettre les 1700 collaborateurs derrière toi. Trop bien. Dans les 135 bureaux en France, nous avons des affiches de Gauthier. 4x3. De Gauthier. Oh mon Dieu. Sur sa transat. Gauthier a pris un petit coup de pression quand même. Donc Gauthier est en grand écran sur nos bureaux. Et en fait, ça a fédéré. Oui, complètement. Et tous les collaborateurs étaient derrière lui. Et il y avait des groupes WhatsApp créés pour l'accompagner. Allez Gauthier, bravo Gauthier. Et presque une mascotte en fait. Et donc ça... c'est ça la singularité en fait. C'est la singularité pour Gauthier, pour son projet, pour le groupe et l'ensemble des collaborateurs qui sont derrière lui, qui le soutiennent. Enfin ça, j'ai trouvé que c'était une histoire génialissime. Et donc il a fini son tour, il a fini sa transat, et à côté de ça, il a fait le job quoi. Et et les collaborateurs ont accompagné quand il était sur l'eau et qu'il n'était pas en mesure de faire ses dossiers. Eh bien, tout le monde a aidé en fait à reprendre les dossiers en son absence, à faire l'intérim, je dirais, de sorte qu'il a réalisé son rêve, le job et le business entre guillemets est là, et les collaborateurs sont là aussi. Ouais, j'aime beaucoup cette histoire-là parce qu'en fait ça dit des trucs qui sont, je pense, hyper intelligents et hyper aidants pour beaucoup de monde. En fait, tu pars du principe qu'aujourd'hui, les attentes des jeunes générations, mais pas que en réalité, que les attentes de tout le monde sont en train de changer, que il n'y a plus de raison de compromettre sa vie perso, pro, voire faut-il encore distinguer les deux. Et la question, c'est pas t'as deux attitudes en tant que potentiel, en tant qu'employeur autour de ça, c'est est-ce que je refuse et je dis non et je perds des gens, mais bon tant pis,
ou est-ce que je retourne le truc en disant mais bien tu veux pas choisir, mais t'as pas besoin, tu viens chez nous et en plus on va s'en servir et c'est hyper intelligent et non seulement on va te recruter toi et te faire venir chez nous et pas ailleurs, mais en plus ça va avoir un effet hyper bénéfique sur l'ensemble du reste des collaborateurs. Et pour le coup c'est un vrai truc. Alors je sais pas si c'était un truc aussi stratégisé quand vous l'avez fait, je pense pas, mais en tout cas c'est hyper fort justement et c'est hyper révélateur de problématiques de comment répondre à ces problématiques là qui laissent souvent un fossé aujourd'hui entre employeurs et talent qui cherche, Et c'est vrai que ça se retranscrit aussi, alors que ce soit vis-à-vis des collaborateurs ou vis-à-vis des clients, cet engagement-là, ces valeurs-là, c'est aussi dans notre nom. TGS, c'est Think Global Sustainability, donc penser globale et durable, le global étant l'intermétier, le global étant l'international. Et penser durable, c'est durable dans les relations qu'on entretient, que ce soit avec les collaborateurs, et ça c'est un marqueur fort, cette aventure-là, ou avec l'ensemble de nos partenaires, ou l'ensemble de nos clients. Et donc TGS, c'est inscrit en fait dans notre nom, cet ADN-là, cette singularité-là, on la porte au quotidien. Donc tu disais, il n'y a pas que de l'afficher, mais néanmoins, notre nom... Ça ne heurte en rien de l'afficher. Ouais, notre nom est retranscrit, et il a été décliné pour devenir notre raison d'être. Et donc notre raison d'être est penser et agir global et durable. Et donc il fallait que dans notre raison d'être, on passe à l'action. En fait, au-delà de penser, c'est agir. Voilà, on passe à l'action durablement et globalement. Et vous n'avez pas pensé à devenir entreprise à mission pour la suite, du coup? Alors, raison d'être, première étape. Raison d'être fait, en général, c'est pour ça que je te pose la question des beautés, parce que c'est toujours la première étape que tu fais. Et ensuite, derrière, c'est tu mets dans tes statuts, objectifs, etc. Ouais. Donc aujourd'hui, on en est effectivement à la raison d'être qui vient d'être déclinée là. Donc, à suivre. On a de voir la suite, on fera un podcast pour ça. Et je reviens sur cette notion d'unité, de valeur, unité de comportement, unité de culture, juste en fait appartenance à un seul groupe, tu vois. Parce que je rentre pas dans les complexités de la structuration de TGS, entre TGS France Global, TGS Ligue de métier, etc. Mais bon, il y a plein de sociétés, etc. Vous avez changé de nom. C'est pas toujours évident. Et tu vois, un truc que je peux observer sur des entreprises de taille soit comparable, soit plus grande, c'est que notamment sur des groupes qui sont un peu construits en build-up, rachat d'enseignes, on met des activités, on rajoute des bureaux, on ouvre des bureaux. Tu peux souvent avoir une fierté, entre guillemets, plus tu descends, je mets des gros guillemets, mais dans la pyramide, plus tu as une fierté d'appartenance au local, au bureau local, à ton activité, ça peut être ton activité, ton antenne, les gens que tu vois autour de toi au quotidien, et entre guillemets, le comité de direction du groupe, ça paraît très très loin, et donc la culture qui redescend peut paraître très lointaine aussi. Comment vous faites pour traiter ce sujet-là et c'est quoi votre relation et votre vision des particularismes? Effectivement, il y a des particularismes. On est dans plusieurs villes en France avec des histoires différentes pour chacun des bureaux. Ça va vraiment être notre ADN et ces valeurs-là, en fait. On s'attache vraiment aux valeurs humaines. Et je dirais presque que la compétence, alors non pas qu'elle vient en deuxième, mais tu es compétent, mais tu n'as pas ces valeurs-là, tu t'y retrouveras pas, en fait. Tu resteras pas. Ou tu ne viendras pas, parce que c'est les valeurs, le socle fort et le socle numéro 1. Et si tu les partages pas, tu vas vite te sentir en décalage. Donc oui, il y a des particularismes. Oui, on uniformise au maximum nos pratiques, nos process, nos outils pour être vraiment, si tu es un client TGS d'une ville, tu as les mêmes repères dans une autre ville. Et pour les collaborateurs aussi, via des parcours de formation. Exemple, nos managers sont formés dans l'école du management. Ils suivent tous la même école du management et ils la suivent un avocat avec un expert comptable, avec un consultant, avec un informaticien, avec un gestionnaire de paye, et ils participent tous à la même formation. On évite au maximum ces silos, on propose aux collaborateurs d'échanger, de se retrouver et pas de faire des formations. Alors telle ville va organiser ses propres formations, mais de sortir au maximum de sa ville, de son côté local, pour venir voir, mais c'est quoi le reste du groupe, et justement pas rester que dans ces particularismes, en tout cas que les particularismes soient des éléments positifs, mais que le groupe soit bien derrière. Et c'est le cas donc pour l'école du management, mais c'est le cas pour d'autres types de formations
où systématiquement on sort de son local et on vient découvrir un peu plus le groupe. C'est bon, tu as complètement anticipé ce que je vais te demander après. Non, mais sur cette question de former les managers, parce que c'est effectivement, c'est la première courroie de distribution de tes valeurs et de ton leadership. Et si tu veux avoir une uniformité sur un groupe qui est aussi étendu, à la fois en termes de ligne de service et en termes géographiques, ça passe énormément par le leadership. Oui. Et en termes de subsidiarité, il n'y a pas mieux que le manager d'équipe, quoi. Et donc, du coup, est-ce qu'ils sont formés justement autour de ces valeurs-là? Est-ce que c'est un élément qui est clé dans le modèle de leadership que vous diffusez chez TGS? Oui. L'école du management, alors ça fait quelques années que je l'ai suivie, donc elle a évolué depuis, donc je vais parler... Tu ne l'as pas dit en te présentant parce que tu es très, très humble et tu es associée en plus. Oui, juste avocate. Oui, c'est vrai. Oui, l'école du management, donc l'ancienne version que je connais et que j'ai suivie, mais je sais qu'elle a évolué. Il y a l'aspect technique management, mais il y a tout l'aspect leadership, résolution des difficultés, gestion, notamment la gestion du temps, la gestion des collaborateurs qui peuvent être certaines fois eux-mêmes managers. Oui, parce que le management de proximité ou une petite équipe, et c'est vraiment tous ces aspects-là qui sont mis en avant avec quels sont les différents profils qu'on peut avoir en face de nous, comment on y répond. Et c'est cet intermétier-là qui est une force, puisqu'il y a aussi tout un tas d'exercices pratiques de, voilà, je viens avec mon problème, et c'est les autres membres de l'école des managers qui suivent la formation, qui vont poser des questions, qui vont réfléchir pour aider à résoudre mon problème. On se revoit. On fait du co-développement, quoi. On fait du co-développement. On se revoit 6 mois après et on se reparle avec les mêmes du groupe. Comment ça va depuis 6 mois? Comment ça a été ta prise de poste? Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qu'il faut revoir? Et on se revoit plusieurs mois après encore pour se dire... Voilà, c'est pas j'ai fait l'école une fois, on m'a dit tout un tas d'informations que je dois ingurgiter, et ça s'arrête là. Il y a vraiment du suivi, et le groupe propose une vraie école de formation en fait, avec des parcours suivis, individualisés et attachés aux besoins de chacun. Et tu as une question très prosaïque, ça prend du temps, d'autant plus que, j'imagine que sur certains métiers, si pas tous, fonctionner en vendant des jours. Vous vendez le temps de vos collaborateurs, quoi, ce qui est un modèle très classique dans les métiers de service. Donc tout ce temps-là, c'est du temps que tu factures pas. Ça vaut le coup? Oui. Très clairement. Oui. Oui. Mais c'est souvent un argument qu'on peut entendre sur on n'a pas le temps, tu as des cabinets où les formations c'est en plus, tu vois, c'est jamais évident, quoi. Oui. Au niveau des avocats, pour parler de ce que je connais le mieux, il y a aussi des formations obligatoires du fait de la profession d'avocat. C'est quelque chose qui se renouvelle et qui change. Exactement, et on est aussi accompagné là-dedans pour les inscriptions, les gestions de planning, le suivi des heures, proposer aux plus jeunes d'entre nous de les accompagner. C'est pas évident, quel type de formation faire. Et oui, ça prend du temps, mais ça développe les compétences du collaborateur, ça développe aussi cette cohésion entre tous, le fait qu'on se sente bien, le fait qu'on soit accompagné, et l'accompagnement, il a un rôle plus important que peut-être ce qu'on peut penser, en fait, parce que c'est un vrai soutien, notamment pour les plus jeunes. Et au-delà de l'école de formation, pour les plus jeunes, on a instauré du mentorat, où les plus anciens viennent former. Alors, autre que dans mon propre métier, c'est pas mon manager, on est vraiment sur un autre sujet, mais quelqu'un du groupe, d'un autre métier ou d'une autre ville, vient mentorer un plus jeune, répondre à ses questions, être là pour lui, l'accompagner dans sa prise de poste, dans l'appréhension du groupe, les valeurs, comment est-ce qu'on s'organise. Nous, on se tutoie tous, ça s'apprend, il faut pouvoir transmettre. Pour certains, oui, je suis d'accord. Donc voilà, un programme de mentorat pour aller encore un peu plus loin. Génial. Il y a la formation, mais il y a tout ce qui est à côté, et valeurs et engagement du groupe, et ça passe aussi par là. Donc on
crois vraiment que ça en vaut la peine. Ouais. Et on est dans que ce cette soit direction. Quelqu'un qui soit pas de ta ligne de métier qui vienne le faire, parce que ça te force à te recentrer en fait. Enfin, tu peux pas te cacher derrière la maîtrise technique ou l'activité ou la spécificité. Ça te force à parler de ce qu'on a en commun. En fait. Et de parler le plus ouvertement possible parce que c'est pas ton manager en ligne directe. Ouais. Exactement. Et du coup, tu peux parler sans crainte de ce qu'il va pouvoir dire ou répéter ou etc., etc. Et je reviens sur vos 4 valeurs. Tu vois, respect, responsabilité, engagement et solidarité. C'est très bien. Mais entre guillemets, dit comme ça, ce que tu penses qu'est l'engagement et ce que je pense qu'est l'engagement peut être différent. Et ça, fois 1300, 1700 même, 700 personnes, fois 4 mots. Donc ça fait quand même beaucoup d'interprétations possibles et différentes. Et comment vous avez formalisé ça justement pour qu'on sache ce qu'on met derrière chacun de ces 4 mots? Ou est-ce que vous l'avez fait de se dire... le respect chez nous, ça veut dire ça, la responsabilité chez nous, ça veut dire ça, et voilà comment on le pousse, quoi. Oui. Alors, déjà, ces valeurs-là, au-delà d'être affichées, elles sont vraiment au quotidien mises en place et inculquées par les managers. Donc, effectivement... on n'a pas tous le même niveau d'engagement, on n'a pas tous envie peut-être de développer ses compétences à la même vitesse, mais c'est pas pour ça qu'il y a une seule bonne réponse en fait. Non, bien sûr. Et on est plutôt sur des modalités très génériques de l'engagement ou de la solidarité. Exemple, la solidarité, on a parlé de handicap, mais la solidarité, c'est aussi au sein des équipes. On est solidaires entre nous. S'il y a quelqu'un qui est... en difficulté ou au contraire quelqu'un qui a du temps disponible pour une raison ou pour une autre, c'est pas mes propres dossiers, mes propres clients, je viens aider en fait les collaborateurs et on est une équipe. Et cette solidarité-là, elle doit passer par le manager et elle passe individuellement par les uns et les autres, ça c'est certain. Et elle veut vraiment dire quelque chose dans un groupe comme le vôtre, entre guillemets, où tu as... je connais pas la structure juridique du groupe, mais à partir du moment où tu as plusieurs entités, plusieurs bureaux, etc., tu peux avoir plusieurs PNL, et plusieurs comptes de résultats, et donc tu peux avoir une notion de dire c'est mon client, c'est pas le tien, et c'est ma facture, c'est pas la tienne. Et pour le coup, c'est vraiment extrêmement opérationnel. Oui, ça c'est ce qu'on évite à tout prix, d'être vraiment focus sur les valeurs qu'on défend au quotidien, et on a un client qui est le client du groupe, les collaborateurs qui sont les collaborateurs du groupe, et on met tout ça au profit du développement des compétences, du développement de l'activité, et le fait que tout le monde y trouve son compte, tout le monde s'y sente bien, que les gens aient envie de rester, parce qu'il y a recruter des nouveaux talents, mais il y a aussi fidéliser tous ceux qui sont en place. C'est mieux. Puisque point de ça vue business, tourne ça coûte moins cher, grâce et aux collaborateurs. Tu leur fais du bien en général. Donc complètement, oui. Et alors là, pour en termes de fidélisation, je pense que vu tout ce que tu m'as raconté, ça va. Il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place pour continuer de t'accompagner au fur et à mesure de ton parcours collaborateur. Et tu vois, pour revenir sur, on parlait de R2SE, de RSE, on parlait d'entreprise à mission, il y a aussi beaucoup cette notion de sens qui va être une attente des collaborateurs. Il y a entre guillemets l'environnement et le fait de pouvoir évoluer comme on le souhaite, et il y a savoir pourquoi on fait les choses. Ça, comment vous y répondez justement à ce besoin de sens, de donner du sens et de comprendre le pourquoi on fait les choses à une échelle plus large que juste mon métier, entre guillemets? Ça c'est ce qu'on propose, et la promesse finalement qu'on propose à nos clients, l'intermétier, la compétence, l'approche en mode de gestion de projet, dans un souci de répondre aux besoins du client. Et on est vraiment tous tournés autour de ce besoin du client, et le sens, c'est ça, c'est comment on travaille ensemble, comment on aboutit au résultat qui est la satisfaction du client, au-delà de ce qu'on a dit juste avant sur la montée en compétences de chacun, mais on se retrouve tous ensemble autour d'une même table, autour d'un même projet, pour permettre de développer les projets de nos clients, et au bout du bout, c'est de l'activité, c'est de l'emploi, Bien sûr. Et voilà, la compétence pour les collaborateurs. Et tu vois, on parle aussi de RSE. Une question qui est toujours intéressante à se poser. En fait, on met beaucoup en avant, et je suis le premier à le faire sur ce podcast, des exemples d'entreprises qui sont très impact by design. Tu vois, un de mes derniers invités, c'était Valérie Touchon d'Ecovadis, Chief Impact Officer d'Ecovadis. C'est pas trop difficile de leur demander qu'est-ce que vous faites en termes de RSE. L'activité est construite par et vie de ça, quoi. Quand tu es dans une entreprise dont c'est pas le cœur de métier d'avoir de l'impact,
comment tu fais pour intégrer cette logique d'impact, qu'il soit sociétal ou environnemental, dans ton activité qui, entre guillemets, peut très bien vivre sans? Oui, et c'est vrai, et ça fait partie de votre projet du projet. Alors, ça fait partie du projet d'entreprise, c'est un des axes stratégiques. Ça fait partie du sens aussi à donner aux collaborateurs, on le voit de plus en plus. Et donc, en faisant partie du projet d'entreprise, ça veut dire qu'on met une équipe sur ce sujet-là, de manière à le développer. Donc, il y a une équipe qui est chargée du développement pendant les 5 prochaines années et qui a un plan de mise en place, alors de poursuite, on part pas de zéro, mais un plan pour continuer à décliner ces valeurs RSE au niveau du groupe. Alors, c'est pas du tout notre métier, il faut qu'on fasse en dehors de notre activité professionnelle, comment on améliore notre activité professionnelle à nous en matière de RSE, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos clients en matière de RSE. Et donc, on a toute une équipe projet qui est derrière. Pour citer un exemple, on travaille cette année sur la santé du dirigeant. Ok. Qui est un sujet important. Ouais, complètement. Et la santé du dirigeant, on a ce qu'on appelle le club TGS France, qui est un club qui est cofondé par Harmonie Mutuelle et TGS France, qui est en lien. Donc TGS France et Harmonie Mutuelle ont créé l'association Inspire, et Inspire travaille sur le sujet de la santé du dirigeant. Je reboucle dans le bon sens ce que je voulais dire. Et à ce titre-là, le club TGS France organise des conférences, des tables rondes sur le sujet de la santé des dirigeants, de manière à promouvoir cet axe-là d'une certaine manière, finalement, en trouvant un axe stratégique, une manière de procéder. Et c'est du coup la santé du dirigeant, la thématique du club. Donc ça, c'est un des axes RSE du cabinet. On travaille également sur les sujets de l'éthique, le sujet de la sobriété énergétique. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire au sein du groupe en travaillant dans le métier avocat, dans le métier expertise comptable, dans le métier informatique. Demain, il faut peut-être aussi revoir le modèle. Est-ce que au niveau de l'informatique, il y a sans doute des choses à faire avec le matériel, la réutilisation, le don à des organismes, le recyclage. Enfin, ça, c'est quelque chose de très, on va dire, tout le monde, j'espère, prend en main ces sujets-là. Donc oui, la sobriété énergétique, on va faire attention au déplacement des collaborateurs, on va favoriser le covoiturage, mais si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est qu'on n'y est pas en fait. Il faut aller au-delà encore. Et c'est sur ce au-delà qu'on travaille. Voilà, on a fait la base, on fait le minimum du minimum en sobriété, c'est au-delà des petits gestes, entre guillemets. Comment tu fais pour en faire quelque chose de systémique et d'intégré? Exactement. Donc, comment on va encore plus loin? Donc, on travaille là-dessus. Donc, au niveau de la RSE, on a donc 5 ans pour arriver à l'objectif qu'on s'est donné. C'est des projets à 5 ans. Mais le bilan carbone des collaborateurs qui est fait, le bilan carbone de chacun de nos bâtiments, etc. Toutes ces petites actions-là, mises bout à bout, vont aboutir à dire je vais au-delà de le strict minimum de ce que je peux faire en matière de RSE, et je vais bien au-delà. Et la politique handicap qui est extrêmement développée chez nous, sur laquelle on peut encore aller plus loin, mais voilà, on en a déjà parlé, effectivement. Et intéressant ce sujet de la santé du dirigeant. Enfin, si tu peux pas, c'est pas grave, parce que c'est pas du tout le but, mais ça me donne envie de rebondir. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi? C'est de la santé mentale? Parce que toi, d'un prisme extérieur, t'as toujours l'impression que le dirigeant, et surtout quand tu travailles un peu avec des boîtes tech, en gros, on attend de toi que tu sois capable de mourir dans ton bureau, quoi. T'es founder, tu prends des risques et tu prends aussi des risques avec ta santé, quoi. Par exemple, la dernière conférence qui a eu lieu fin d'année 2022, le thème était « Entreprendre est-il bon pour la santé ?» Donc, par un conférencier qui a été exceptionnel. J'ai suivi la conférence qui a lieu dans 5 ou 6 villes en France. Si je dis pas de bêtises, c'est tous les 3 mois. La conférence était tout simplement exceptionnelle. Enfin, elle explique que qu'entreprendre, c'est pas de tout repos, mais que néanmoins, il y a des vrais sujets, des vrais impacts, et que ça influe bien entendu sur la santé du dirigeant. Bien sûr. Et la prochaine édition qui a lieu la semaine prochaine, c'est sur les signaux faibles. D'accord. L'entreprise qui est plutôt... C'est qui le conférencier, par curiosité? Et puis pourquoi... Tu sais pas, d'accord, pas non, j'ai plus en tête, c'est sur le site internet, mais que je n'ai pas sous les yeux. T'en fais pas, non, mais et comme je ne suis pas là, c'est vrai que j'ai pas retenu mais y a pour l'écouter. Ok, trop bien. Peut-être pour arriver vers la fin du coup de cette interview,
une question que je me pose, c'est, tu vois, on est une entreprise de 50 ans, on a 1700 collaborateurs, 135 bureaux, un développement en France et international. Est-ce qu'on a encore des ambitions et comment ça se structure du coup, ces ambitions, vers quoi on veut se développer? Oui, on a toujours des projets, bien sûr. Je me doute, hein, mais Oui, on a des projets. Ça se structure en étant raisonnable. Raisonnable parce que il faut être en phase avec les collaborateurs et que l'activité et le développement de l'activité doit s'allier avec, comme on le disait tout à l'heure, le développement des compétences, les collaborateurs, et il faut que tout le monde soit embarqué et suive. Donc c'est raisonné et raisonnable dans le sens, ça sert à rien d'aller trop vite et de faire des choses si on n'a pas les équipes, les hommes, les personnes qui adhèrent au projet. Et de la même manière, ce développement-là, c'est aussi une rencontre, encore une fois, des valeurs, puisqu'on n'ouvrira dans une autre ville que si on a une personne, au-delà de la compétence et du métier, de la filière de niche ou que sais-je, si on a la personne qui a les valeurs en face pour avancer avec nous. Donc c'est à ces conditions-là qu'on va continuer à se développer. Donc c'est en ça que je dis que c'est raisonnable, c'est pas grandir pour grandir, c'est grandir, oui, développer l'activité, oui, tout en conservant nos valeurs et tout en ayant une équipe et des collaborateurs avec nous qu'on emmène et qu'on fait grandir en même temps et au même rythme. C'est bien intéressant. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais c'est génial parce que ça montre que, enfin, tu vois, t'as souvent cette tension valeur, développement, et est-ce que, enfin, c'est toujours facile de se dire je vais passer une valeur avant le reste, mais quand t'es une boîte, une petite boîte et que t'es un petit peu en galère de clients, d'activités, etc. Bah, c'est pas, enfin, je juge pas quelqu'un qui va se dire bah cette opportunité-là je la prends même si c'est pas 100% dans ce que je veux être, quoi. Non. Ta boîte vive, t'as des salariés, etc. Si on l'a fait par le passé, ça s'est pas concrétisé en fait, parce que à un moment donné, on n'a pas les mêmes envies, qu'on a des principes et des règles de fonctionnement qui sont ancrées, qui sont fortes et qu'on s'attache à respecter. Donc à partir du moment où on n'est pas en phase, on ne va pas au bout du projet. On a des opportunités d'ouverture de bureau par un collaborateur ou de rapprochement avec un autre cabinet, mais ce sera raisonné de manière à garder la proximité aussi. On en parlait tout à l'heure, comment on fait avec les particularismes locaux, comment. Bien sûr. Donc ce sera sous ces conditions-là. Et sinon, bien entendu, on est sur, on va dire, une grosse moitié ouest de la France. Il faut qu'on puisse avoir quelques peut-être nouveaux points d'attache un peu plus à l'est, mais une fois qu'on aura trouvé l'opportunité, le projet qui nous parle et qui parle aux collaborateurs et aux personnes qui piloteront ces bureaux-là. Je résiste à l'envie de faire le jeu de mots à l'est plein de nouveaux, mais du coup voilà, j'ai pas eu de résister. Peut-être la question traditionnelle. Pour terminer, tu nous as parlé de beaucoup de choses et je trouvais ça hyper cool parce que c'est hyper ancré dans des choses très concrètes, cette culture, enfin ce dont tu as parlé sur la formation des managers, etc. Beaucoup de dirigeants en sont pas encore là et en sont au début de se dire est-ce que je suis dans le rush de mon activité, il faut que je mobilise des collaborateurs, du temps, de l'argent pour définir, formaliser et décliner ma culture entreprise. Ce dirigeant-là qui en a ce stade-là, quel conseil tu lui donnes ? Je lui dirais qu'aujourd'hui, je pense que c'est incontournable. Que tout ce qui va être culture d'entreprise ou marque employeur, c'est pas seulement du recrutement, même si ça y participe, mais il y a aussi un énorme volet fidélisation des collaborateurs qui sont en place. Et aujourd'hui, oui, pour moi, c'est incontournable de travailler sur la culture d'entreprise, sur les valeurs, sur la marque employeur, sur tous les pans qui donnent du sens, qui sont autre chose à côté du métier. Il y a la manière dont on fait le métier, le sens à y donner, et la culture d'entreprise y participe grandement. Super, merci beaucoup Lise. Merci à toi Vincent. C'était un plaisir et à très bientôt. Partagé, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.